Merci. L'ordre du jour appelle la question orale 556 de Monsieur Olivier Paccaud au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la garde des Sceaux, cette question effectivement s'adresse au ministre de l'Éducation nationale qui a réussi une superbe greffe de cheveux. Pour définir la carte des réseaux d'éducation prioritaire, REP et REP+, tous les 4 ans, la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale utilise ce qu'on appelle l'indice social. Cet indice se base sur plusieurs critères, parmi lesquels le pourcentage d'élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées, le taux de boursiers, le pourcentage d'élèves issus de zones urbaines sensibles et le pourcentage d'élèves en retard à l'entrée en classe de 6e. Or, la limitation géographique aux zones urbaines sensibles peut s'avérer un critère injustement discriminatoire puisqu'il restreint un soutien scolaire aussi indispensable en milieu rural. En effet, la ruralité connaît aussi des problèmes socio et économiques, difficultés accrues par l'éloignement, l'enclavement, la moindre présence d'infrastructures culturelles, d'équipements sportifs, de services publics. Est-il ainsi juste que sur les 1097 collèges situés aujourd'hui en zone d'éducation prioritaire, seuls 9, je dis bien 9, c'est-à-dire 0,8% soient ancrés dans des territoires ruraux? Pour ne prendre que l'exemple de mon département de l'Oise, le réseau d'éducation prioritaire comptait jusqu'en 2014 2 collèges situés en zone plus ou moins rurale, ceux de Crèvecoeur-le-Grand et de Mouy. Ils ont alors été sortis du réseau pour y être remplacés par 2 établissements purement urbains. Cette décision, dont les motivations en matière d'efficacité pédagogique s'avéraient incompréhensibles, fut très mal vécue par toutes les parties concernées, parents d'élèves, enseignants, élus, avec des manifestations et occupation de locaux notamment. L'actualité récente nous a démontré que les fractures territoriales ne sont plus acceptées par nos concitoyens, à juste titre. La République, c'est l'égalité des droits et l'égalité des chances, partout sur le territoire. Faisons donc en sorte que notre idéal républicain devienne, ou plutôt redevienne, une réalité dans les faits. Aussi, alors que la carte de l'éducation prioritaire doit être prochainement réexaminée, j'espère très sincèrement que les zones rurales fragiles, et Dieu sait qu'elles sont malheureusement nombreuses, pourront y être intégrées. Merci de m'éclairer et peut-être de me rassurer à ce sujet. Merci. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, je vous prie d'excuser d'abord mon collègue qui, vous le savez, est avec le président de la République en Allemagne et donc qui me charge de vous donner la réponse qui suit. La politique d'éducation prioritaire est centrée sur des structures scolaires, écoles et collèges, qui concentrent un pourcentage important d'élèves issus des milieux sociaux les plus défavorisés. Elle s'appuie sur le constat de l'absence de mixité scolaire et sur le fait que cette absence de mixité aggrave les difficultés que les élèves rencontrent pour réussir. Lors de la révision de sa géographie en 2015, la politique d'éducation prioritaire n'a pas exclu les écoles ou collèges ruraux. Les critères retenus lors de cette révision, à savoir le pourcentage d'élèves boursiers ou appartenant à des catégories sociales défavorisées, font davantage prévaloir l'origine sociale que l'origine géographique des élèves. Ce qui fait qu'à la rentrée 2018, et je n'ai pas de ce point de vue-là les mêmes chiffres que vous, 25 collèges de l'éducation prioritaire sont situés en zone rurale et 108 en ville isolée, ce qui représente 12% des collèges de l'éducation prioritaire. Si cette politique d'éducation prioritaire est centrale pour lutter contre les inégalités scolaires liées aux origines sociales, elle n'est pas la seule réponse aux difficultés de différentes natures que rencontrent les territoires dans leur diversité. D'autres stratégies sont déjà mises en œuvre et sont appelées à se développer, comme l'allocation progressive des moyens, adaptée au profil de chaque école et de chaque établissement, dans le premier comme dans le second degré. Par ailleurs, certains obstacles que rencontrent les élèves et que vous avez d'ailleurs rappelés ne sont pas directement liés à leur origine sociale. Certains tiennent notamment dans les secteurs les plus ruraux à d'autres facteurs tels que l'éloignement des établissements d'enseignement supérieur pour poursuivre sa scolarité ou encore l'éloignement ou l'absence de structures culturelles à proximité. C'est pour cette raison qu'une mission
politiques éducatives et territoires a été confiée à Ariane Azema, qui est inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, et à Pierre Mathiot, professeur des universités. Cette mission travaille actuellement avec les services du ministère de l'Éducation nationale à la redéfinition des politiques territoriales de l'éducation nationale dans un double objectif d'élévation générale du niveau des élèves et de justice sociale. Elle proposera, cette mission, un cadrage national capable de s'adapter à des situations locales très diverses à l'été 2020.